si on se regarde dans un miroir, c'est probable qu'on se trouve pas formidable, qu'on zoome un peu sur nos défauts et qu'on ait des pensées un peu critiques sur nous. Mais quelle place on leur donne? Est-ce que finalement on est l'esclave de ces pensées ou quelque part on arrive à les observer avec un peu de distance, avec l'intention de rester bienveillant envers nous? AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé, j'ai envie de dire à votre satiété. Ce matin, mon invité s'appelle Florian Saffer. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes diététicien, nutritionniste, préparateur mental et thérapeute comportementaliste. Vous avez développé une approche du soin diététique qui inclut des éléments de psychologie comportementale. Et vous avez créé un centre de formation qui est le Centre de formation diététique et comportement qui s'adresse à des professionnels. Vous publiez Je fais la paix avec mon poids aux éditions Solar, un livre dont les objectifs sont d'entretenir une relation apaisée avec son apparence. Se foutre la paix, ça s'apprend. Ça s'apprend, ouais. Je crois que c'est peut-être même un apprentissage qui devient de plus en plus nécessaire dans notre société de l'apparence, dans notre société où beaucoup de gens se prennent un peu la tête avec leur assiette, avec leur image. Ouais. Ça se caractérise par quoi ? Ça se caractérise quand même beaucoup, notamment, je sais pas, dans la population féminine, par j'ai des kilos en trop, j'ai l'impression d'avoir des kilos en trop, surtout. Mon poids devient un problème. On sait que beaucoup de femmes, par exemple, qui ont un poids tout à fait normal, aimeraient perdre 3, 4, 5 kilos pour se sentir mieux. Et ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans leur vie. Pour les hommes, ça peut se traduire, il faudrait que j'ai plus de muscles, il faudrait que mon corps soit différent, il faudrait que j'ai telle caractéristique. Comme si on était maintenant habitué à voir notre corps comme un problème quelque part. Alors, un chiffre, en France, 75% des femmes qui ont un poids normal se trouvent trop grosses et souhaitent perdre 5 kilos. Alors chez les hommes, c'est un petit peu moins, puisque ce chiffre est à ramener à 27%. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce décalage avec qui on est et l'image qu'on a de soi ? C'est quelque chose qui est complexe. Déjà, notre cerveau, on a quand même une tendance naturelle à voir les problèmes. Notre cerveau, il est quand même très doué pour voir les problèmes. Si on se regarde, par exemple, tout nu face à un miroir pendant 5 minutes, généralement, notre cerveau va focaliser sur des parties du corps, il va essayer de les comparer peut-être à d'autres personnes. Donc c'est quelque chose, déjà, c'est un mécanisme qui est assez normal. Finalement, notre intelligence, c'est aussi c'est aussi un outil qui sert à chercher les problèmes pour les résoudre. Donc globalement, nous les humains, on est quand même assez doués pour se prendre la tête. D'accord. C'est tout le monde, ça, ou pas ? Alors, c'est aussi beaucoup modulé par la société dans laquelle on évolue, quoi. On est quand même dans une société où l'image corporelle, la diversité en termes d'image corporelle est assez peu représentée. On est dans une société qui est pas simple. Quand on allume la télévision, quand on regarde les magazines, quand on est sur Instagram, on voit certains corps sont plus représentés que d'autres et c'est quand même une source de souffrance. On peut vite se trouver anormal quand on regarde la télévision, les médias d'une manière générale. Votre spécialité à vous, c'est le lien qui existe entre nos pensées, nos émotions et notre physiologie et le rapport qu'on a avec notre corps. Et tout ça, ça a été vraiment bien décodé. Donc, on va essayer d'expliquer ce matin comment ça fonctionne. Nos pensées aussi nous alimentent et nous conduisent à adopter des stratégies malheureuses. Et ça dépend finalement de la façon dont chacun d'entre nous interagit avec ses propres émotions. C'est exactement ça. C'est pas le problème d'avoir des pensées ou des émotions. C'est finalement comment on interagit avec. Je disais tout à l'heure, si on se regarde dans un miroir, c'est probable qu'on se trouve pas formidable, qu'on zoome un peu sur nos défauts et qu'on ait des pensées un peu critiques sur nous. Mais quelle place on leur donne ? Est-ce finalement on est l'esclave de ces pensées ou quelque part on arrive à les observer avec un peu de distance, avec l'intention de rester bienveillant envers nous ? Donc ça, c'est aussi des apprentissages, pour observer nos pensées, nos jugements, nos critiques, et de voir surtout comment on interagit. Est-ce que je suis l'esclave de tout ce blabla intérieur, ou est-ce que je vois ça juste comme du blabla et dont je suis pas obligé d'être en soumission. Voilà, je peux très bien rester maître de ma vie et garder la focale sur prendre soin de moi, une relation apaisée avec moi. Alors, lorsqu'on parle de rapports compliqués à l'image et au corps et à l'alimentation, vous expliquez que la problématique de la honte et de la culpabilité est centrale. Alors, à quel moment est-ce qu'on va ressentir de la culpabilité ? Aujourd'hui, la culpabilité, elle est presque devenue la norme dans la nourriture. Dès qu'on va manger quelque chose qui n'est pas forcément diététique, on peut très très vite commencer à s'inquiéter pour son poids, mettre de la culpabilité. On sait qu'aussi beaucoup de personnes en situation, par exemple, de surpoids, d'obésité, ont honte quand elles mangent, comme si quelque part comme si elles se comportaient mal, comme si elles étaient dans l'erreur, alors qu'elles font juste quelque chose de naturel, qui est se nourrir. Donc c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place et qui est fortement en lien avec justement cette injonction au corps parfait. Et la honte, c'est une émotion,
La honte, c'est une émotion, et c'est une émotion un petit peu... beaucoup de nos émotions sont adaptatives, c'est-à-dire que les émotions, normalement, ça nous sert à nous adapter, ça nous sert à avancer. La honte, c'est un peu une émotion un peu particulière parce qu'elle nous invite plutôt à nous replier sur nous, à nous isoler, à nous voir comme une anomalie. Donc c'est une émotion, finalement, qui a très peu de vertus adaptatives, la honte. Mmh. Alors, vous expliquez dans votre livre et vous nous proposez de passer de la honte à la culpabilité adaptative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Disons que quand on est un mangeur, c'est probable que tous nos comportements ne soient pas parfaits. Si j'ai eu un coup de stress et que je mange le paquet de chips, on est d'accord que c'est peut-être pas une bonne stratégie de régulation des émotions, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Mais généralement, quand on est dans la honte, on va se critiquer soi. C'est-à-dire qu'on va mettre des jugements sur nous. Je suis nul, je suis une mauvaise personne, il n'y a rien de bon chez moi, je suis un incapable. Et donc, du coup, on vit la honte. Tandis que la culpabilité, c'est d'aller critiquer ce comportement sans toucher à notre identité. Et de mettre de l'indulgence, c'est-à-dire que finalement, c'était pas chouette de manger ce paquet de chips, mais j'ai fait de mon mieux, quoi. On peut critiquer le comportement, c'est pas la même chose que se critiquer soi. D'accord. Donc, on change de distance. Alors, il y a une expression qui dit manger ses émotions. On dit qu'on mange ses émotions. Et vous expliquez dans votre livre que la nourriture possède à la fois une fonction nutritionnelle et une fonction affective. Alors, si on prend un exemple et qu'on s'interdit un aliment réconfortant, le paquet de chips est un bon exemple, cela entraîne une frustration qui va perturber notre équilibre alimentaire et émotionnel. Disons qu'on est né avec des besoins nutritionnels, on mange parce qu'on a des besoins de calories, le corps a besoin, il ne fonctionne pas sans calories. Donc là, mais on mange aussi parce qu'on cherche de la satisfaction dans la nourriture. Normalement, d'ailleurs, quand on quitte la table, on a cet état de satisfaction, c'est-à-dire ça fait du bien cette histoire, quoi. Voilà, ça fait du bien physiquement. J'ai bien mangé. Et mon corps est content et mon cœur est content quelque part. Et ça, c'est tout à fait naturel. Or, dans notre société, un petit peu, moi, ce que j'appelle la culture de la maigrissologie, où on voit la nourriture tout le temps comme un problème, on va commencer à s'interdire de se faire plaisir dans la nourriture. On va commencer à s'interdire de manger, je sais pas, un bon gâteau au chocolat alors qu'on en aurait peut-être besoin. Et donc, du coup, on n'arrive pas à trouver ce réconfort dans la nourriture. Et c'est tout un cercle vicieux parce que du coup, quand on commence à en manger, on va vite basculer dans le foutu pour foutu. De toute façon, au point où j'en suis, autant bien y aller. Ça peut vite partir quelque part en compulsion. Alors, il y a une notion que j'aime beaucoup chez vous, c'est vous expliquer la différence qui existe entre un repas équilibré et un repas équilibrant. Le repas équilibré, c'est quelque part quelque chose qui ne tient compte que des besoins du corps. C'est-à-dire qu'on est vraiment au niveau, qu'est-ce qu'il faut bien manger, c'est très théorique, quoi. On va manger des légumes, des féculents, des protéines, un produit laitier, un fruit, voilà, on sait tous à peu près comment se nourrir. Mais ce repas équilibré, il ne donne aucune information, il ne garantit pas que le corps soit dans un état d'équilibre. C'est-à-dire ce qui prime dans un repas équilibrant, c'est pas tout à fait la même chose. Dans un repas équilibrant, ce qui prime, c'est le après, c'est comment je suis après mon repas. C'est-à-dire, c'est le fait d'avoir répondu à l'ensemble de ses besoins. Et nos besoins, ils sont jamais les mêmes. Notre faim n'est jamais la même, et aussi nos besoins de réconfort sont pas toujours les mêmes. Il y a certains moments, j'ai peut-être besoin de manger un bon morceau de fromage, et peut-être certains moments, je vais avoir besoin de manger une bonne pâtisserie. Donc ça demande beaucoup d'écoute pour être dans un repas équilibrant. Le repas équilibrant, c'est celui qui va me permettre justement ce fameux, ça fait du bien cette histoire. Ouais, c'est ça. Ça, c'est votre définition en fait du repas équilibrant. Et on doit tendre vers ça. En tout cas, qu'est-ce qui se passe quand on tend pas vers ça ? C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, là, si j'ai vraiment envie, je sais pas, de manger un plat un peu réconfortant, j'ai passé une journée un peu dure, je me dis, allez, ce soir, je vais me faire un bon petit plat, là, ça va me faire du bien. Si je me l'interdis, qu'est-ce qui se passe ? Ce besoin, il va pas disparaître. Il va augmenter, puis au bout d'un moment, ça va devenir compulsif et je risque d'en manger encore plus. Et en plus de culpabiliser quand je vais le faire. Donc, c'est tout un cercle vicieux, autant se l'autoriser et peut-être soigner un petit peu comment on le fait. Peut-être prendre le temps de savourer, prendre le temps aussi j'aime bien aussi prendre le temps de savourer cet état de plénitude quand on quitte la table. C'est très épicurien cette histoire. Vous savez, la philosophie d'Épicure, c'était aussi quitter la table, c'était aussi être conscient de la satisfaction de nos besoins, quoi. Être juste là et se dire, ouais, c'était chouette, quoi, super. Le contrôle, si vous pensez vous contrôler, c'est une illusion. Après, c'est peut-être aussi une question de niveau de contrôle. Mais quand je mets trop de contrôle, en tout cas, quand je mets trop de contrôle et que ce contrôle m'amène finalement à être en rupture avec mes besoins de base, les besoins en calories, les besoins de nourriture, les besoins de plaisir, quand je suis en rupture avec ça, ça risque de m'amener à un rapport compliqué avec la nourriture, ça risque de m'amener à la compulsion, ça risque de m'amener à la culpabilité. Donc c'est surtout les conséquences du contrôle qui posent problème. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que la nourriture puisse jouer son rôle équilibrant sur notre humeur ? Déjà, s'écouter. Je pense que c'est important. Se dire de quoi j'ai vraiment besoin. Se poser cette question, être un peu égoïste quelque part, de revenir un peu à soi. Comment je pourrais me faire du bien là ?
Est-ce que j'ai besoin de plutôt quelque chose de consistant? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus frais? Est-ce que j'ai besoin de salé? Est-ce que j'ai besoin de sucré? Déjà, c'est une première étape. Après, j'ai envie de dire, manger aussi avec de la conscience. On est souvent en pilotage automatique, on mange, mais on sait un petit peu comme des robots, revenir un petit peu à de la conscience quand on se nourrit, à être là. Voilà, c'est des étapes extrêmement importantes, à mon avis, pour renouer avec une alimentation justement équilibrante. Il peut arriver qu'on mange ce qu'on est sous la main. Et peut-être qu'il faut des fois être pragmatique, se dire, est-ce qu'on fait au mieux, nous les êtres humains, des fois, on fait au mieux en fonction du contexte. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'était juste le sandwich qu'il y avait à la boulangerie au coin de la rue. C'était mon cas, là, juste avant de venir, pour vous raconter un peu ma vie. Je suis allé à la boulangerie, j'avais un peu faim. Peut-être que ça a été juste le sandwich qui était peut-être pas formidable, mais au moins, j'ai déjà répondu à un de mes besoins. Et après, l'équilibre, c'est quelque chose qui va aussi se faire sur plusieurs jours. On va être aussi... on va pouvoir... c'est ça. Oui. C'est pas parce qu'un jour, on n'a pas mangé équilibré que l'équilibre est complètement désorganisé. Oui, c'est ça. C'est l'équilibre même... d'un point de vue physiologique, c'est ce qu'on mange sur 40 jours qui va vraiment nous permettre de savoir si c'est équilibré ou non. Souvent, j'ai une activité aussi de consultation et c'est ce que je dis à mes patients. Si vous me croisez demain au fast-food, vous ne savez absolument rien de comment je me nourris. Vous savez juste que ce jour-là, j'étais au fast-food. Et pour savoir comment je me nourris, il faudrait regarder à peu près comment je me nourris pendant 40 jours. Alors j'aime bien, vous en avez parlé il y a un instant, l'amaigrissologie repose sur une croyance, c'est que la question du poids est une question de volonté. Alors en quoi cette question, la question de manque de volonté est-elle un mythe pour vous ? C'est totalement un mythe, parce que si on comprend un petit peu les mécanismes qui nous amènent à prendre du poids, ce sont plutôt des dérégulations, c'est-à-dire que notre corps il prend du poids parce qu'il est soumis en gros à des stress. Ça peut être le stress de tous les jours, ça peut être même un événement traumatique, ça peut être le stress d'un divorce, ça peut être même le stress d'une relation toxique. Tous ces facteurs-là sont dérégulants pour notre système, et c'est ça qui l'amène à grossir. Et quand on commence à utiliser la volonté en se disant finalement il faut que je me prive de me nourrir, il faut que je fasse des efforts, on va aller contre notre système, on va encore plus le stresser quelque part, et on va alimenter ces mécanismes de stress. Et on le sait aujourd'hui, les gens par exemple qui utilisent la volonté, en gros, pour le dire autrement, qui font des régimes, qui contrôlent leur corps, ils ont plutôt tendance à grossir qu'à perdre du poids. Alors bien sûr, sur le court terme, ça marche assez bien, le contrôle, la volonté sur le court terme. Je peux avoir la volonté pendant un mois où je mange que des légumes et du poisson pendant un mois, je vais perdre du poids. Mais si on regarde un peu plus dans le temps, la probabilité de grossir, elle augmente. Et Florian Safer est notre invité aujourd'hui. Vous êtes diététicien, nutritionniste, préparateur mental et thérapeute comportementaliste. Et vous êtes le créateur notamment d'un institut de formation à destination des professionnels de santé, justement, qui les forment au comportement des personnes qui ont besoin de perdre du poids. Et vous êtes là pour nous parler de votre nouveau livre qui s'appelle « Je fais de la paix avec mon poids » chez Solar. Avant la pause, on parlait de ce mythe de la volonté en matière de perte de poids. Qu'est-ce que cette théorie a comme impact pour ceux qui cherchent à perdre du poids ? Cette théorie, elle est catastrophique parce que elle repose sur une non-compréhension des mécanismes et elle amène les personnes justement à chercher de la volonté. Et ce qu'on peut observer, c'est que chercher de la volonté dans le contrôle de la nourriture, c'est souvent rentrer en guerre contre son corps, et ça nous amène souvent à déréguler encore plus le système, à grossir et surtout à amener de la culpabilité là-dessus. Je suis même pas capable de gérer mon poids. Donc c'est tout un cercle vicieux. On choisit pas son poids, mais alors d'où le poids qu'on porte aujourd'hui vient-il ? Alors notre poids, il est en partie génétique. Ça, c'est important à savoir. Il est en partie génétique. Donc on sait que par exemple, des études sur les vrais jumeaux nous montrent que des jumeaux qui ont été séparés à la naissance, quand on les retrouve à 20 ans, ils ont exactement le même poids. Donc c'est assez intéressant de se dire qu'il y a une composante génétique assez forte dans le poids. Même s'ils n'ont pas mangé de la même façon. Même s'ils n'ont pas mangé de la même façon. Alors avec les années, ça devient un peu moins vrai parce que c'est aussi, notre poids, il est aussi soumis à des variations en lien avec notre mode de vie et notamment les facteurs de stress qu'on rencontre. Si on a un mode de vie où on est très stressé, on n'a pas de temps pour faire du sport, on n'a pas de temps pour se reposer, pour dormir suffisamment, on n'aura peut-être pas le même poids que si on a un mode de vie dans lequel on peut manger sainement, se reposer, dormir suffisamment, gérer ses émotions. Donc notre mode de vie va aussi interagir avec ses prédispositions génétiques. Donc c'est-à-dire qu'à 20 ans, la génétique fait qu'on a le même poids, mais avec le temps, c'est de moins en moins vrai. C'est ça que ça veut dire. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'après, la discipline, le mode de vie a une influence. Je ne parlerai pas de discipline, parce que dans la discipline, il y a encore l'idée un peu de mettre de la contrainte, mais comment on s'occupe de soi, comment on est attentif, comment on soigne son mode de vie, moi je parle des petits cadeaux qu'on s'apporte.
Et on pense souvent à l'alimentation, au sport, mais le sommeil, le repos sont des facteurs très importants. La régulation de nos émotions sont aussi des facteurs très importants dans la régulation de notre poids, ce qui demande d'être attentif à soi. Vous parlez de régulation, mais est-ce que notre corps se régule tout seul ? Notre corps, il est naturellement doué de mécanismes de régulation. Et ces mécanismes, on voit un bébé à la naissance, il sait exactement la quantité qu'il a besoin de manger, sa croissance est harmonieuse, ça se fait tout seul. Mais ces mécanismes, ils ont tendance à être effectivement de s'altérer du fait effectivement de facteurs stressants. On sait par exemple que le manque de sommeil va déréguler notre perception de la faim. On aura beaucoup plus faim quand on est carencé en sommeil. On sait que le stress chronique va aussi déréguler. Mais même, on l'a évoqué tout à l'heure, le contrôle mental qu'on va mettre aussi à essayer de contrôler son poids va aussi être un facteur dérégulant. Donc l'idée, c'est de recréer un contexte de régulation. L'alimentation, ça fait partie de l'éducation des enfants. Éduquer les enfants à une alimentation équilibrée, pour tous les parents qui nous écoutent. Et oui, ça fait partie de la mission des parents. En termes d'alimentation, nous sommes tous à la fois, dites-vous, un peu externes et un peu internes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, quelqu'un d'interne, c'est simple. C'est quelqu'un qui va se référer principalement à ses signaux corporels pour faire des choix. C'est-à-dire, je donne un exemple très précis. Si on propose du chocolat à quelqu'un qui est très interne à un moment où il n'a pas faim, il va répondre « non merci, plus tard ». Le plus tard sous-entend « tout à l'heure quand j'aurai faim ». Donc c'est la faim qui va déterminer quand il se nourrit. Quand on propose au contraire du chocolat à quelqu'un qui serait plutôt externe, et si c'est un plat qu'il aime bien, si c'est un aliment qu'il aime bien, il va tout de suite dire oui, indépendamment de sa faim. Même s'il n'a pas faim. Même s'il n'a pas faim. Quelqu'un qui est interne, s'il est en train de se régaler avec une bonne pizza, s'il a plus faim à la moitié de la pizza, il s'arrêtera, mais très facilement. C'est comme si, quand il a plus faim, il a plus de plaisir quelque part. Alors quelqu'un qui est davantage externe, il peut très bien se rendre compte qu'il a plus faim à la moitié de la pizza, mais quand même continuer à la manger. C'est la première fois que j'entends cette notion de interne et d'externe. Ça vient d'où ? Ça a été conceptualisé par qui ? Alors c'est des concepts qui ont déjà quelques années, qui sont beaucoup utilisés dans les troubles des conduites alimentaires. On fait souvent cette évaluation-là chez les patients, effectivement. Mais alors on mange, quand on continue à manger, on mange pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. On peut manger c'est parce qu'on veut pas en laisser, ça peut être un peu justement, ça peut être nos conditionnements. Notre éducation, si on nous a appris finalement à finir notre assiette, à laisser de côté nos signaux pour écouter des règles extérieures, comme finis ton assiette, ça peut effectivement être un apprentissage qu'on continue à mettre en place. Ça peut être aussi lié aussi à des peurs du manque. C'est-à-dire que je sens que j'ai plus faim, mais j'ai une peur inconsciente de manquer, donc je vais finir ce que j'ai. Ça peut être aussi tout simplement le pilotage automatique. Je suis pas conscient de ce que je fais. Je mange et je m'arrête quand c'est fini parce que je suis totalement en pilotage automatique. On passe 50% de notre journée à être en pilotage automatique. Et bien souvent quand on se nourrit, donc c'est plusieurs facteurs qui vont nous amener à ne pas s'arrêter. Et puis autre chose, quand on est justement dans du contrôle mental, je m'interdis de manger de la pizza le jour où j'en mange. J'écoute plus mes signaux parce que c'est le dernier repas du condamné. Profitons-en. Allons-y. Donc on ne peut plus être à l'écoute des signaux quand on est dans l'interdit. Pour les parents qui nous écoutent ce matin, donc il y a cette idée qu'il faut qu'un enfant termine son assiette. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il faut laisser l'enfant manger à sa faim, et puis s'il en veut plus, on passe à autre chose. Ouais, je pense que c'est important. Nous les parents, on doit quelque part renforcer des bonnes habitudes, donner des conséquences aux bonnes habitudes. Et les bonnes habitudes, en fait, on a des travaux qui nous montrent qu'on peut renforcer soit le fait que l'enfant mange, bravo, mon fils, t'as fini ton assiette, c'est bien, t'as fait plaisir à papa, ou renforcer la connexion, la capacité de s'écouter. Bon, t'as plus faim, bravo, laisse. Bravo, super, tu t'es écouté, super. Ou t'as encore faim, reprends-en un petit peu. Donc c'est important de renforcer la capacité des enfants à bien s'écouter, ce qui n'empêche pas un certain cadre éducatif, parce que si l'enfant il a compris que quand il mangeait pas les haricots verts, il avait triple portion de dessert, il va aussi peut-être, ça va aussi le déréguler. Donc dans un cadre éducatif où il y a quand même des règles, une structure de repas, mais d'inviter l'enfant à s'écouter, de respecter le fait peut-être que c'est important à comprendre, à expliquer aux parents, c'est qu'on ne peut ne plus avoir faim pour les pâtes, mais quand même avoir faim pour le yaourt. Parce que chez nous, les omnivores, on a plusieurs mécanismes de rassasiement. On est rassasié plat par plat. Ah oui. C'est pas, on n'additionne pas les choses en fait, en disant voilà, maintenant j'ai plus faim pour tout. Ça vous est déjà arrivé peut-être, Philippe, il y a un plat qui est bon et vous sentez, je sais pas, un bon plat de pâtes, votre plat préféré, et vous arrivez, vous en avez déjà mangé une bonne portion
et on vous propose de vous resservir, vous observez que vous n'en avez plus vraiment envie. Par contre, derrière, on vous propose le dessert, de nouveau, vous en avez envie. Donc ça, c'est une belle illustration. C'est comme ça chez nous, les omnivores. Chez les omnivores, on a besoin de plusieurs plats pour se rassasier. On peut très bien être rassasié pour les pâtes et quand même avoir faim pour le dessert. Donc ça, c'est normal. L'idée qui consiste à dire, termine tes haricots verts, sinon tu n'auras pas de dessert, ça marche pas. Ça marche pas, ouais. Mais c'est souvent une mauvaise connaissance, en fait, des parents des mécanismes de rassasiement. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'image corporelle qu'on a de nous-mêmes, qui parfois nous conduit à des erreurs de jugement. Et on le voit souvent quand on regarde des photos de nous-mêmes d'il y a 20 ou 30 ans où on se trouvait gros ou grosse. Et finalement, on regarde la photo, on dit non, j'étais pas du tout gros, en fait, j'étais parfait. D'où l'image qu'on a de nous-mêmes vient-elle ? Bah déjà, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, notre cerveau, il aime bien quand même voir les problèmes. Donc c'est quand même une machine à voir les problèmes. Donc c'est rare qu'en fait, si on se regarde, qu'on se dise « Ah bon sang, qu'est-ce que je suis magnifique, qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis bien gaulé ». Généralement, quand on se regarde, notre machine à penser, elle émet très très vite des critiques. Donc déjà, c'est un mécanisme naturel. Elle peut pas dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis beau, t'as vu mes pecs, non ». Je crois pas que ça fonctionne comme ça, parce que ça peut se produire de temps en temps qu'on se trouve beau, mais si vraiment on reste 5 minutes face à un miroir, nu à se regarder, normalement notre machine à critique, elle se met en route. Et ça, c'est assez normal. Peut-être, c'est peut-être une caractéristique d'un cerveau sain. Ça, c'est important à comprendre. Je veux dire que cette idée de se regarder 5 minutes dans un miroir, c'est un exercice que vous conseillez, hein. Il peut être quand même très exposant, il peut être un peu difficile à faire. En tout cas, il est souvent, ça nous montre un petit peu comment ça marche un cerveau. Cette fameuse machine à critiquer, à voir les problèmes partout, à comparer et à essayer de résoudre les problèmes. Tu devrais faire plus de sport, tu devrais manger moins. La question à se poser, c'est quelle importance je donne à ça ? Est-ce que je me laisse embarquer là-dedans ou est-ce que j'observe ça juste comme un mécanisme normal avec lequel je peux prendre un peu de distance ? Alors, on va se focaliser sur une partie de notre corps qu'on n'aime pas et on va la planquer. C'est un peu le principe, hein. Pour les hommes, ça peut être le ventre, pour les femmes, ça peut être les hanches, enfin, voilà, ça peut être... Voilà, mais il y a toujours cette partie sur laquelle on se focalise, la partie qu'on n'aime pas. Ouais, cette partie qu'on n'aime pas. Et donc souvent, nous les êtres humains, on a deux réactions quand c'est comme ça. On va être soit dans le combat, aller régime, sport, soit au contraire dans la fuite, essayer de cacher, essayer de dissimuler. Et d'ailleurs, souvent, plus on dissimule, plus ça se voit, et moins on est à l'aise avec notre image corporelle. Alors, comment on agit par rapport à cette envie, cette tendance à se dévaloriser ? Déjà, en prendre conscience, c'est déjà une bonne chose. Se dire, tiens, là, je suis en train de me juger, là, je suis en train de me critiquer. Et déjà, normaliser ça, c'est déjà mettre un peu de distance. Je ne suis pas forcément l'esclave de mes pensées critiques. Je peux déjà avoir un peu ce recul sur mes pensées. Et se poser la question, est-ce que ces pensées, elles m'amènent à prendre soin de moi ou est-ce qu'elles m'amènent plutôt au combat ? Ça nous aide aussi. Et je pense que ce qui va surtout primer, c'est de réinvestir le corps dans le moment présent, de se dire, mon corps a des caractéristiques, je ne les ai pas choisies, elles sont là, mais comment je peux bien m'occuper de ce corps, comment je peux le faire beau, comment je peux être un bon camarade pour ce corps avec ses caractéristiques plutôt que contre. Il faut accepter de ne pas être parfait. Je crois qu'il faut surtout accepter nos caractéristiques. Plutôt que se battre contre nos caractéristiques, faire avec. Vouloir les contrôler, enfin, vouloir les gommer, les arranger, par exemple. Pendant ce temps-là, la vie, elle passe, j'ai envie de dire. Pendant qu'on est là à se dire, je pourrais mettre ce t-shirt quand j'aurais telle caractéristique, je pourrais mettre cette robe quand j'aurais perdu du poids, je pourrais être enfin à l'aise à la plage quand j'aurais des pecs. Là, on est encore dans le futur, quoi. On est dans le futur, on n'est pas dans le moment présent. Pendant ce temps-là, la vie, elle passe. Est-ce qu'on peut aussi réinvestir le moment présent, de se dire, j'ai un corps, il a des caractéristiques. C'est pas forcément des caractéristiques que j'apprécie, mais en tout cas, c'est ses caractéristiques et je vais essayer de faire avec. Et je vais essayer de me faire beau avec ces caractéristiques. Et là, je suis plus en lutte. Et je crois même que c'est la définition du charme. Quelque part, je crois que les gens qui ont du charme, c'est des gens qui font avec leurs caractéristiques, qui font vraiment avec et qui ne se battent pas contre. Oui, mais bon, c'est vous le comportementaliste, hein. Dire voilà comment on accompagne des personnes qui finalement ne voient chez elles que les défauts et jamais ce qu'elles ont de beau en fait. Je pense que oui, effectivement, je pense que la priorité c'est de se réancrer dans le moment présent. C'est plutôt que de chercher à être beau dans le futur, avec des conditions. Quand j'aurai des pectoraux, quand j'aurai du poids en moins, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, et dans le moment présent, comment je peux faire pour aller dans le sens du beau? Comment je peux faire? Est-ce que je peux trouver des vêtements qui me conviennent? Est-ce que je peux, je sais pas, ne serait-ce que choisir une coupe de cheveux qui me convient, avoir des accessoires qui me mettent en valeur, être vraiment dans le moment présent, je pense, réinvestir le moment présent. Florian Saffer est diététicien, nutritionniste, préparateur mental et thérapeute
comportementaliste. Vous avez créé le centre de formation diététique et comportement et vous publiez Je fais la paix avec mon poids aux éditions Solar et vous êtes notre invité jusqu'à 10h. On parle de beaucoup de mythes qui entourent notre poids, mais finalement, quels sont les mécanismes qui parasitent également notre cerveau? Et vous parlez de deux modes. Il y a le mode vie et il y a le mode survie. Vous nous expliquez comment ça fonctionne et comment on active l'un ou l'autre de ces modes? Alors à la base, le mode de la vie et de la survie, ça existe chez tous les animaux. Nous, on est des animaux quand même à la base, et face à une menace, il y a un prédateur qui rentre là dans le studio. Normalement, on va soit essayer de combattre si on se sent plus fort, soit essayer de prendre la fuite, ou soit on va être paralysé pour essayer de survivre. C'est des réactions tout à fait normales. Et en dehors de ces agressions de l'extérieur, normalement, on est dans la vie. On peut rire, s'amuser, manger. On est dans ce mode de la joie, quoi, naturel. Le seul problème, nous, c'est que notre espèce animale est un peu particulière parce que c'est des fois notre cerveau qui va nous basculer dans le mode de la survie, quoi. Nos pensées, quand je pense à mon poids, ça y est, je bascule dans la peur, dans le combat, etc. Donc c'est intéressant des fois de simplement repérer quand on est dans ces modes de survie, quand c'est notre cerveau qui a déclenché cette survie dans lequel on va être focalisé sur notre problème. Tiens, mon poids, j'aime pas, mes erreurs alimentaires, on rentre dans le jugement, on devient dur envers soi. Donc là, on est en mode survie. On est en mode survie, ouais. Et donc, clairement. quel impact sur le poids? Disons ou sur nos comportements. Quand on est en mode survie, on va tout le temps avoir des comportements qui vont être un peu extrêmes. Soit je vais vouloir hyper contrôler, soit au contraire, je vais être un peu dans la fuite et du coup, je contrôlerai plus rien du tout. Donc ça va vraiment impacter notre manière de nous nourrir. D'ailleurs, la nourriture, pour moi, c'est vraiment une fonction de la vie. La nourriture, c'est la joie, c'est la détente. Donc c'est extrêmement important, d'ailleurs, quand on se nourrit, de prêter de l'attention à ça. Est-ce qu'on peut déjà un peu, avant de se nourrir, respirer un peu, aller faire une petite balade, faire une activité qui nous détend, rebasculer aussi dans ce mode physiologique de la vie dans laquelle notre système digestif va pouvoir fonctionner, notre rassasiement va pouvoir bien marcher. Ça, c'est extrêmement important. Alors, notre fonctionnement mental a une influence sur notre corps, mais comment est-ce qu'on mesure l'impact de nos pensées sur notre physiologie ? Est-ce qu'il y a des exercices pour essayer de dire, tiens, tu vois, j'ai pensé ça s'est traduit par ça? Oui, chaque pensée en fait a un impact sur notre physiologie. Les chercheurs, ils appellent ça la théorie de la cognition incarnée. C'est un terme un peu pompeux. Ça, je veux juste dire que tout ce qui se passe dans notre tête impacte. Donc ça peut être impacte ce qui se passe dans le corps. Donc ça peut être extrêmement important de se dire, tiens, là, quand je me raconte ça, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que comment sont mes mâchoires? Comment est ma respiration? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? D'être aussi attentif à ça. Et au contraire, là, quand je me dis, tiens, peut-être que je peux prendre soin de moi aujourd'hui, peut-être que je peux m'autoriser à un petit temps de pause, peut-être que je peux m'autoriser un petit moment de détente, un petit loisir aujourd'hui. Tiens, je peux m'autoriser peut-être de prendre soin de moi dans ma manière de me nourrir. Peut-être qu'on peut déjà observer aussi à l'intérieur que ça s'ouvre, quoi. Alors il y a des concepts dans votre livre, on va pas en donner beaucoup. Moi je voulais que vous me parliez du self. Le self a été conceptualisé par un monsieur qui s'appelle Richard Schwartz dans un modèle qui s'appelle l'IFS. Alors qu'est-ce que c'est que ce concept? Alors le self, en fait, pour moi, c'est l'état en fait naturel de l'être humain quand il n'est pas soumis justement à du stress, quand il n'est pas soumis à des menaces. Et c'est un état dans lequel on est dans la confiance, on est dans la compassion assez naturellement dans la compassion, on est dans la joie, on est dans l'ouverture. C'est l'état naturel de l'être humain quand il est dans le mode de la vie justement. Et donc il est impacté par quoi? Qu'est-ce qui va mettre le self en danger? Chaque fois qu'en fait notre cerveau va percevoir une menace réelle. Une menace réelle, c'est important parce que s'il y a une véritable menace dans notre environnement, on est en train de traverser la rue, il y a une voiture qui arrive très très vite et qu'on se sent menacé et que ça nous permet en fait d'activer notre pas pour pas nous faire écraser. Ça, c'est plutôt adaptatif, mais souvent ce qui va nous éloigner de notre self, c'est tout ce que notre tête nous raconte sur nous, toutes ces histoires de menaces. Si t'as pas un corps satisfaisant, tu seras rejeté, t'as vu comme t'as mangé, toutes ces critiques, toute cette pression qu'on se met qui nous fait basculer dans autre chose, quoi, qui nous fait basculer justement dans la survie qu'on évoquait tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on appelle la granularité émotionnelle? Alors, la granularité émotionnelle, c'est la capacité à pouvoir reconnaître et nommer avec précision ce qui se passe en nous, en termes d'émotions et de ressenti. Les personnes qui ont une granularité émotionnelle faible
quand elles ont des émotions, que leur demande qu'est-ce qu'elles vivent, elles vont dire ça va pas, ou je suis stressé, elles vont utiliser des termes très génériques. Alors que les personnes qui ont une granularité émotionnelle élevée, elles vont utiliser des mots très précis pour décrire ce qu'elles vivent. Tiens, là je ressens un petit peu d'irritabilité. Là, je me suis senti un peu abandonné, ou j'ai senti un peu d'oppression en moi. Elles vont avoir des mots assez précis pour décrire ce qu'elles vivent en termes de ressenti émotionnel. Et on a montré que plus notre granularité émotionnelle était élevée, mieux on régulait nos émotions. Alors vous êtes comportementaliste. Comment est-ce qu'on change durablement des comportements ? Déjà, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Hein. Ouais, je pense que... Avant, on disait, il faut 21 jours pour changer un comportement. On s'est rendu compte que finalement, ce chiffre de 21 ne reposait sur rien de tangible. Hein. Donc, finalement, sur quoi on peut s'appuyer ? Alors, je pense déjà c'est complexe de changer de comportement parce que sinon, on le ferait tous. On se dirait, tiens, j'ai ce comportement qui est problématique, je vais en adopter un nouveau, il n'y aurait plus de problème. Donc, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser au mécanisme de motivation qui va nous amener à changer un comportement. Parce que pour changer un comportement, il faut beaucoup de persévérance. Donc, il faut beaucoup de motivation. Déjà, de se dire, est-ce que ça a du sens pour moi ? Est-ce que c'est cohérent avec la vie que je me souhaite ? Ça aide aussi à avoir une direction. C'est aussi de pouvoir se fixer des choses à notre portée. Parce que si on fait des choses qui sont trop difficiles, généralement, on va vite aussi faire l'expérience de l'échec, être démotivé. C'est aussi pour être persévérant dans le changement comportemental, c'est aussi être bienveillant envers soi quand on se casse la figure, quand on n'y arrive pas, quand tout n'est pas parfait. Tiens, là aujourd'hui, j'avais posé l'intention de manger un repas plus équilibré, plus de légumes, et puis je ne l'ai pas fait. C'est important à la fois d'être indulgent envers soi, de se dire bon, ok, et de garder le cap. Donc c'est différents mécanismes qui vont maintenir la motivation, le sens, la faisabilité et l'indulgence. Donc on a quand même besoin d'un peu de motivation. On a besoin quand même de sortir de notre zone de confort. Ouais. Rien ne change sans que ça change. L'important, c'est comment on fait pour que ça change. Est-ce que de nouveau, on est dans la contrainte, la volonté, ou est-ce qu'on est dans des forces un peu plus douces, se dire, on met du sens, on est dans la faisabilité, on est dans l'indulgence. C'est un petit peu les mêmes qualités qu'un enseignant à l'école. Un enseignant, quand il a un élève qui est en difficulté, il peut lui mettre la pression, il peut lui mettre des objectifs inatteignables, mais il va faire que renforcer le cercle de l'échec. Un bon enseignant, normalement, il va renforcer, il va essayer de mettre l'élève en confiance, il va lui donner des petites choses, et puis il va être indulgent face à ses difficultés. Donc je pense que c'est important aussi d'être un bon camarade pour nous-mêmes dans ces processus de changement. Notre poids est-il vraiment un problème ? Ça peut vite le devenir. Je vous pose la question parce qu'on dit toujours, j'ai un problème de poids. Alors on peut avoir un problème de poids, un problème médical qui est attesté, c'est-à-dire si j'ai un IMC, l'IMC c'est un calcul qu'on fait entre le poids et la taille pour regarder en gros si notre poids est adapté à notre taille. Si notre IMC est très haut, effectivement ça peut poser des problèmes de santé. Et là, ça serait pour moi un problème de poids, un problème quelque part biomédical. Mes articulations souffrent de ce poids, et on peut aussi avoir un problème avec son poids, c'est-à-dire un problème de relation avec le poids. C'est-à-dire que mon poids est un problème, alors que médicalement je suis pas en danger. J'aime pas, si j'avais 5 kilos de moins, ça serait mieux. Si je prends du poids, c'est horrible. Donc ça, c'est plutôt un problème de relation, sachant que les deux peuvent cohabiter. Vous prenez plus en charge les problèmes, de ceux qui ont des problèmes avec leur poids, plutôt que des problèmes de poids. En tout cas, oui, c'est important de se dire que en tout cas, la majorité des gens qui viennent consulter, par exemple des diététiciens, ont des problèmes avec leur poids. Ils n'ont pas forcément des problèmes de poids. Ça, c'est important à comprendre. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, les problèmes de poids. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aider les gens qui ont des problèmes de poids à réguler leur poids. Mais c'est aussi cette question de relation qu'on entretient avec le poids. Comment on va pouvoir avoir une relation plus apaisée avec ce qu'on appelle d'habitude un problème. Mais alors, au final, est-ce qu'il faut apprendre à vivre avec le poids qu'on a et ne pas essayer de maigrir parce que sinon on va tomber dans ce qu'on appelle le système yo-yo ou pas ? Alors je pense que quand on a un problème avec son poids, je parle de... le problème avec son poids, quelque part, ça ne va pas se résoudre dans l'assiette. Ça va pas se résoudre dans l'assiette. Quand on a un problème de poids, c'est un petit peu différent. Quand on a un problème de poids, quelque part, on va en première intention créer un contexte de régulation. Pas faire de régime, surtout pas créer un contexte de régulation. Écouter sa faim, manger de manière diversifiée, se reposer suffisamment, prendre soin de soi, créer ce contexte de régulation. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si on a un problème de poids, ça se règle dans l'assiette, et si on a un problème avec son poids, c'est pas forcément dans l'assiette que ça se règle. Ça se complique dans l'assiette même, parce que du coup, si j'ai un problème avec mon poids, je vais essayer de changer mes caractéristiques corporelles, je vais essayer de me priver en me disant,
Quand j'aurai ce poids-là, je serai enfin heureux et je vais rentrer en lutte contre moi. Et en plus, ça marche jamais. Ça marche jamais, donc c'est tout le temps où ça marche pas sur du long terme. C'est sûr ça, c'est signé. C'est ce qu'on va observer. Il y a toujours autour de vous quelqu'un qui a réussi à perdre du poids et voilà, qui s'est maintenu à son poids. Oui, heureusement que ça existe aussi. Si on regarde un petit peu les chiffres, c'est un peu moins. On parle souvent des moutons à 5 pattes finalement. D'ailleurs, la personne qui a perdu du poids, qui va à la télévision, qui me dit regardez comme j'ai perdu du poids, comme je suis beau maintenant, c'est plutôt le mouton à 5 pattes parce que 95% des gens qui font des régimes pour perdre du poids les reprennent et reprennent du bonus en plus. Et c'est 95% des gens. Ouais, entre 90 et 95%. Et si on regarde, ça dépend des échelles de temps sur lesquelles on regarde. Si on regarde à 5 ans, c'est plutôt 95%. Ah oui. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ouais. Pour terminer, ça veut dire quoi, se sentir bien ? Se sentir bien, on pourrait philosopher pendant des heures sur se sentir bien. Et peut-être que se sentir bien, c'est aussi peut-être non pas chercher à tout le temps être bien, mais à cultiver les expériences de joie dans le corps. Je pense que ça va être intéressant de se dire, se sentir tout le temps bien, c'est pas possible. Mais de se dire, là, j'étais à table, le repas était agréable, je suis bien. D'observer cette joie toute simple. Tiens, là, j'ai fait une petite balade et c'était agréable. Savoir cultiver ces petits moments de joie dans le corps. Je pense que c'est ça qui est important à développer, à cultiver. Ouais. Florian Safer sur Beurre FM. Alors, grâce à vous, on va passer du repas équilibré au repas équilibrant. Ça serait formidable. En tout cas, j'aime bien cette notion-là. Et si ça peut nous permettre de réfléchir aussi quelque part, ce repas équilibrant, en gros, c'est devenir égoïste et penser un peu à ses propres besoins, être attentif à comment c'est quand je prends soin de moi, cet état de plénitude quand on quitte la table. C'est formidable. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui parlent de poids. Le vôtre s'appelle « Je fais la paix avec mon poids » chez Solar Édition. Donc, très adapté à ceux qui ont des problèmes avec leur poids, parce que c'est pas vraiment un livre de régime, faut être clair, mais plus de problèmes de perception qu'on a de son poids et de son corps. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous, Florian. Vous réécouterez cette émission en podcast, qui se réécoute très bien en podcast d'ailleurs, et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.